Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une deuxième partie qui s'intéresse finalement au choc de la crise économique. Alors, avant de commencer ce cours, petite histoire de Nasreddin. Quelqu'un avait rapporté au roi que Nasreddin se moquait souvent de lui. Il l'envoya chercher. « Nasreddin, tu as dépassé les limites. Tu seras mis à mort. »« Accorde-moi une faveur, monseigneur, » dit Nasreddin en tremblant. « La seule faveur que je pourrais t'accorder est de te laisser choisir la façon de mourir. »« Merci, Seigneur, » dit Nasreddin soulagé. « Eh bien, je choisis de mourir de vieillesse. » Le roi éclata de rire et lui pardonna. Ça me fait penser à la chanson de Georges Brassens, « Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente ». Bref, quoi qu'il en soit, nous avions vu ce document la fois précédente et on voyait finalement une forte baisse du PIB à l'année qui correspond à l'année 1974. Alors, qu'est-ce qui a pu engendrer cet effondrement économique dans la société française? On le voit ici, jusque-là, il n'y avait quasiment pas de chômage en France, 3% de chômeurs. Et puis ensuite, après les années 70, le taux de chômage n'a fait qu'augmenter pour atteindre plus de 10%. Avant le Covid-19, je ne sais pas où sera le pourcentage de chômage d'ici la fin de l'année, mais il est fort probable qu'il va très fortement augmenter, puisque comme je vous avais dit, la crise économique qui attend la France pour 2020 serait de l'ordre de moins 10 à moins 15% du PIB, ce qui est considérable si on compare aux précédentes crises économiques. Alors, pourquoi finalement cette crise en 1974? Eh bien, il faut aller chercher du côté du prix du pétrole. Alors, le prix du pétrole, c'est assez étrange. Pourquoi le pétrole a augmenté d'un coup? Alors, je vais devoir faire référence au chapitre 8 d'Histoire, ou Enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. Je vous avais dit dans ce chapitre qu'un des lieux de tension dans le monde, c'est le conflit entre Israël et ses voisins arabes. Alors, ce qui s'est passé en 1973, c'est que pendant la période du Kippour, le Kippour c'est une fête religieuse juive, eh bien Israël est attaqué. C'est-à-dire que les voisins arabes se disent « Ah, comme c'est Kippour, les juifs seront occupés à faire la fête, ils ne pourront pas se défendre et du coup on pourra envahir cet État ». Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Israël contre-attaque et récupère un certain nombre de territoires, comme on le voit ici, en Syrie ou en Égypte, puisque même Israël s'établit de l'autre côté du canal de Suez. Donc le canal de Suez, finalement, est bloqué du fait de cet affrontement. Donc encore une fois, les pays arabes remarquent que militairement, ils ne parviennent pas à vaincre Israël, d'autant plus qu'Israël a quand même des alliés de poids comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Par contre, ils vont réfléchir un petit peu, ils vont se dire, bon, nous sommes des pays exportateurs de pétrole. Israël, mais aussi la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, consomment notre pétrole. Or, en économie, ce qui fait la valeur d'une chose, c'est l'offre et la demande. Si la demande est forte, le prix augmente. Si l'offre est forte, le prix diminue. Eh bien, les pays arabes vont décider de créer l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, vont décider de diminuer la production de pétrole et ainsi ça va faire augmenter les coûts. Alors ça peut peut-être vous sembler étrange, ce point d'économie, d'offre et de demande. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai une chocolatine. Je suis seul à avoir une chocolatine à vendre et il y a dans ma classe 4 élèves qui veulent m'acheter ma chocolatine. Je vais voir le premier, je dis ma chocolatine, tu me l'achètes combien? Il va dire 40 centimes. Bon, ben, je vais voir le deuxième, je dis si tu veux pour 50 centimes, je peux te la vendre. Lui il me dit 40 centimes, mais toi pour 50 centimes, je te la donne. Il dit d'accord. Mais le troisième, il est très fin, il va me proposer 60 centimes. Et le quatrième, 70 centimes. Et ainsi, parce que je suis seul à proposer le produit et qu'ils sont plusieurs à le vouloir, c'est celui qui sera prêt à me le payer le plus cher qui va me l'acheter. Donc, je vais pouvoir vendre ma chocolatine très cher.
Si le lendemain, parmi ses camarades, il n'y en a plus qu'un seul qui veut la chocolatine, et qu'au contraire, nous sommes 4 à lui vendre, moi je vais aller le voir, et je vais dire, tu te souviens, hier, je t'avais proposé 40 centimes, mais finalement je l'ai vendu à quelqu'un d'autre pour plus cher. Et bien là, pour 40 centimes, je suis d'accord pour te la vendre. Mais lui, il va faire l'inverse. Il va voir le deuxième vendeur, il va dire, alors lui, il me le vend pour 40 centimes, mais si toi, tu me le vends pour 35 centimes, je te l'achète. Ah, ben moi je vais me dire, ah, mais ma chocolatine, de toute façon, si je la vends pas, je vais rien en faire. Donc même pour 30 centimes, je te la vends. Et là, il va dire, ah, ben moi pour 25. Et du coup, comme nous sommes plusieurs à offrir et qu'un seul a demandé le produit, eh bien, le prix du produit diminue. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est passée pour le pétrole après la guerre de Kippour. C'est-à-dire que comme de toute façon nos économies étaient dépendantes du pétrole, nous avions besoin de ce pétrole-là, donc la demande, elle allait rester constante. Et par contre, l'offre, eh bien, en se mettant d'accord pour diminuer finalement leur production de pétrole, ils rendent l'offre plus rare et donc le prix du pétrole plus cher. C'est extrêmement malin. A l'inverse, c'est ce qui a pu expliquer que pendant la crise du coronavirus, comme la demande en pétrole a diminué parce que les économies tournaient à la vitesse ralentie, eh bien le prix du pétrole a diminué et l'essence que l'on a pu retrouver à la pompe était aussi moins important. Alors regardez, ça c'est le prix du baril du pétrole. Vous voyez qu'il ne coûtait quasiment rien jusqu'aux années 1974. Et puis là, premier choc pétrolier en 1973-1974. En gros, le choc pétrolier, il débute en 1973, mais la véritable crise économique, elle met un petit peu plus de temps et on parle pour la France de crise économique à partir de 1974. Quoi qu'il en soit, choc pétrolier 1973, on voit que le prix du baril est multiplié par 4. Et deuxième choc pétrolier 1979, le prix du baril, là, est quasiment aussi multiplié par 3. Donc du coup, une forte hausse du prix du pétrole, et les conséquences économiques sont désastreuses, parce que si le coût du pétrole augmente, mais les coûts de production aussi, les entreprises qui utilisent ce pétrole vont vendre leurs choses plus chères, donc elles font moins de profit, donc la croissance ralentit, et donc du coup on a moins besoin de créer d'emplois, et donc il y a une hausse du chômage. Et en parallèle, il y a aussi ce qu'on appelle une inflation, parce que comme les coûts de production sont plus chers, ça augmente les prix. Du coup, comme ça augmente les prix, pour contrebalancer, il faut augmenter les salaires. Mais comme on augmente les salaires, ça finit par augmenter les coûts de production. Et donc là, on est dans une spirale d'inflation où tout coûte plus cher. Et où finalement, certes, on augmente les salaires, mais si ensuite tout dans la vie courante coûte plus cher, et bien l'augmentation des salaires est à peine compensée. Donc, on peut dire qu'à cause du choc pétrolier de 1974, l'ensemble de la société française est touché et ça va provoquer une forte hausse du chômage. Vous avez là le taux de chômage, vous voyez qu'il était de l'ordre de 3% avant la crise. Il augmente et il augmente encore plus fortement chez les jeunes. Vous voyez que les jeunes sont beaucoup plus touchés par cette montée du chômage. Alors un autre aspect, c'est aussi finalement la modification de l'emploi en France. Je m'explique. En gros, aux années 50, l'emploi est à peu près bien réparti entre secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Secteur primaire, c'est celui qui fabrique la matière première. Par exemple, l'agriculteur, le pêcheur, le bûcheron. Le secteur industriel, c'est celui qui transforme la matière première en produits manufacturés. L'entreprise qui fabrique des meubles, de la sidérurgie, des automobiles. Ça, c'est le secteur industriel. Et le secteur des services, c'est celui qui ne crée pas de matière, ne transforme pas de matière, mais rend un service. L'enseignant, le médecin, l'avocat. Il ne transforme rien, il ne crée rien. Il fait uniquement du service. Eh bien, finalement, on passe d'une France où ces trois secteurs étaient à peu près au même niveau, à une France où le secteur agricole s'effondre dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on voit qu'entre 1950 et 1970, le secteur agricole s'effondre, alors que le secteur industriel tient jusqu'à la crise de 1974, puis ensuite s'effondre à son tour. Et donc la majorité des emplois, aujourd'hui c'est le cas en France, sont dans le secteur des services. Vous vous souvenez, ça on l'avait vu quand on avait fait le chapitre 2 de géographie qui s'intéressait aux espaces productifs. Alors regardez deux textes, La mort de la paysannerie et La crise de la sidérurgie qui abordent ça. Alors il est dit, à une ou deux exceptions près, les pays industriels développés se transformèrent en gros producteurs de produits agricoles pour le marché mondial. Et ils le firent en réduisant leur paysannerie effective à un pourcentage régulièrement décroissant et parfois ridiculement faible de leur population. Cela fut manifestement le fruit d'une extraordinaire poussée de la productivité par tête.
Son aspect le plus immédiatement visible était la quantité de machines que le paysan des pays riches avait à sa disposition. Moins visible, mais tout aussi significative, furent les réalisations de plus en plus impressionnantes de la chimie agricole, de l'élevage sélectif et de la biotechnologie. Ce qui est dit là, en fait, c'est pas que des pays comme la France cessèrent d'être des puissances agricoles, c'est que ce sont des pays qui cessèrent d'avoir des paysans. Un paysan, c'est un agriculteur qui a une petite exploitation. La majorité des exploitants agricoles, du coup, se sont mis à posséder énormément de terres, énormément de machines agricoles. Donc les terres sont toujours exploitées, mais là où il fallait 10 agriculteurs pour exploiter 100 hectares, eh bien désormais il n'en faut plus qu'un. Et donc du coup, le pourcentage d'agriculteurs dans la population française a beaucoup faibli. Ça, c'est lié à la modernisation et aussi à l'emploi de produits chimiques, pesticides, engrais, etc. Bon, je ne détaille pas plus parce que pour ceux qui vont en seconde générale, vous en parlerez l'année prochaine en géographie quand vous traiterez de la question finalement de comment nourrir les hommes. Mais si le secteur agricole est le premier finalement à être profondément modifié par l'apport des machines, le secteur industriel ne tarde pas à l'être aussi. Regarde. La crise de la sidérurgie, dans laquelle depuis les années 1970 s'enlisent aussi bien communautés européennes, États-Unis ou Japon, symbolise la fin d'un mode d'industrialisation. La profondeur, la durée de la crise s'explique surtout par le cumul de facteurs caractéristiques. Stagnation ou recul de la demande dans les pays riches, l'automobile réduisant en 10 ans de près de la moitié sa consommation, appel à d'autres métaux, comme l'aluminium, percée de nouveaux pays industriels concurrents, comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, le Brésil ou la Chine. Effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé la désindustrialisation. Les emplois industriels il y a eu moins de demandes et puis surtout ils ont été déplacés dans ce qu'on appelait les pays ateliers, des pays capables de produire les mêmes choses pour beaucoup moins cher. Donc finalement, la France perd son secteur agricole, perd son secteur industriel et se spécialise dans le tourisme, enfin dans le tourisme et même dans le secteur des services en général. Et ça va expliquer aussi pourquoi la France va profondément et durement être touchée par la crise économique de l'après-Covid-19. C'est que c'est le secteur tertiaire surtout qui est touché par cette crise. Tout le secteur des transports, le secteur du tourisme, le secteur du luxe, ça c'est dans le tertiaire et c'est ce qui va être très 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 pénalisé par les mesures de confinement et même les mesures d'après, puisque encore au jour où je fais ce cours, donc mi-juin, eh bien les frontières n'ont pas été véritablement rouvertes et donc il n'y a plus de tourisme international. Donc voilà une modification en profondeur finalement de cette société française qui n'est plus un pays agricole, qui n'est plus un pays industriel, mais qui devient progressivement un pays spécialisé dans le tertiaire. Alors pour faire face du coup à la montée de la pauvreté, l'État décide de créer en 1988 le RMI, c'est-à-dire le revenu minimal d'insertion. C'est un minimum donné aux familles qui n'ont pas d'emploi pour qu'ils puissent avoir de quoi survivre. Il faut savoir, il ne faut pas confondre finalement le RMI ou le RSA d'un côté et le chômage de l'autre. Le chômage, c'est des droits que vous avez obtenus par rapport à l'emploi que vous aviez précédemment et qui sont limités dans le temps. Donc, si votre entreprise ferme, eh bien, si vous y avez travaillé un certain nombre d'années, pendant 2 ans, vous allez avoir droit à un pourcentage de votre ancien salaire versé sous forme d'indemnité chômage. Ce qui veut dire que du coup, le chômeur n'est pas forcément pauvre. Admettons, vous êtes député, vous n'êtes pas réélu, vous vous retrouvez au chômage, eh bien, si le salaire d'un député est de 6 ou 7 000 euros, eh bien, vous allez toucher 80% de chômage sur ce salaire-là. Donc, le chômeur, suivant l'emploi qu'il a eu avant, n'est pas forcément en difficulté financière. Le RMI ou le RSA, si par contre. Vous voyez que le RSA aujourd'hui, pour une personne seule, il est de 5 500 euros. En France, vous survivez juste avec 5 500 euros. Vous ne vivez pas confortablement. Et ce qu'on observe, c'est que depuis la création finalement de ce minimum, eh bien, le nombre de Français qui en bénéficient a considérablement augmenté, puisqu'il est passé de 0,4 à près de 1,5 million de personnes aujourd'hui. Donc, c'est la preuve qu'il y a eu une montée de la pauvreté en France depuis la fin des années 70.
Sur ce, nous allons maintenant du coup résumer ce que nous avions vu dans les 2 premières vidéos. Donc d'abord, on peut dire que la France des 30 Glorieuses est marquée par une explosion du nombre de naissances, le baby boom, et un fort développement économique. Que le monde du travail évolue, les emplois agricoles puis industriels diminuent au profit du secteur tertiaire, et que pour répondre à cette forte demande d'employés durant les 30 Glorieuses, eh bien, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler, et aussi de nombreux travailleurs immigrés viennent s'installer en France. Cette situation dura jusqu'à la crise économique de 1974, qui a provoqué finalement une hausse du chômage, en particulier chez les jeunes, et aussi la montée de la pauvreté. Eh bien, dans le prochain cours, nous verrons en quoi finalement la société des années 60-70 est marquée par un fort mouvement, un important changement, notamment en prenant le temps de voir les causes puis les conséquences de ce grand mouvement de contestation sociale que fut mai 68. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour ce qui sera la toute dernière vidéo d'histoire de votre programme de 3e.